Deux chronologies, une famille, née dans le sang, préservée dans le silence. Ce n'est pas qu'une suite, c'est une histoire sacrée, écrite dans les ombres et les murmures, une double biographie du père et du fils, unis par le même nom, mais séparés par la nature de leur pouvoir. C'est l'histoire du prix du rêve américain, quand ce rêve est bâti sur la violence, et comment l'héritage que nous recevons peut devenir la malédiction que nous transmettons. Tout commence dans les terres brûlées de Corleone, en Sicile. Un jeune garçon, Vito Andolini, voit sa famille massacrée par la vengeance d'un chef de clan local. Sa mère se sacrifie pour qu'il puisse fuir, un fantôme avant même d'être un homme. Il survit à la traversée, un passager silencieux et fébrile sur un navire plein d'espoir. À Ellis Island, un fonctionnaire inattentif et un instant de confusion lui arrache ses derniers liens avec sa patrie. Son village devient son nom de famille. Vito Andolini meurt et Vito Corleone est estampillé dans la vie, une identité façonnée par la perte et le déracinement. Dans les ruelles exiguës du New York du début du XXe siècle, ce nouveau Vito apprend la monnaie de son nouveau monde. Ce n'est pas de l'argent, c'est du respect, c'est la communauté. Il observe, il écoute et il se forge une réputation, non pas par la peur, mais par les services rendus. Il aide un voisin à conserver son appartement, il trouve un emploi à un homme. Ce sont de petits actes de pouvoir tranquilles, des graines de loyauté, plantées dans le sol implacable de la ville. Cette force tranquille est mise à l'épreuve par la main noire locale, Don Fanucci, un homme qui confondait le bruit avec le pouvoir. Lors d'une fête de rue, une célébration de la vie, Vito donne une leçon de mort. Il se déplace comme un fantôme à travers le chaos, ses actions précises, silencieuses et définitives. Fanucci tombe et Vito s'élève, non pas comme un gangster, mais comme un protecteur. Il comprend que le vrai pouvoir n'a pas besoin de crier. Il agit. C'est la voix Corleone, née de l'expérience de Vito. C'est une philosophie de réciprocité, une loyauté plus profonde que le sang, et un dévouement violent, presque sacré, à la famille. L'entreprise est une forteresse, construite pour protéger le foyer. Chaque transaction est personnelle, chaque alliance, un lien. C'est le mythe qu'il crée, le monde qu'il construit pour ses fils. Un monde où un homme qui ne passe pas de temps avec sa famille ne peut jamais être un vrai homme. C'est une vision romantique, presque noble, du crime organisé, un contraste saisissant et tragique avec le monde que son fils Michael héritera et transformera. Des décennies plus tard, dans une propriété froide et stérile au bord du lac Tahoe, Michael Corleone porte la couronne de son père. Mais elle lui va mal. Là où Vito a bâti un empire pour protéger sa famille, Michael utilise sa famille pour protéger l'empire. Il recherche la légitimité, un nouveau départ, un avenir commercial. Son partenaire choisi est Hyman Roth, un homme qui se souvient du jour où Vito a assassiné Moe Green, un fantôme du passé que Michael souhaite enterrer. L'entreprise doit être son chef-d'œuvre, un pas vers le courant dominant qui lavera le sang de leur argent. Mais cette quête de légitimité est un leurre qui l'entraîne plus profondément dans la déchéance morale. Plus il se rapproche de son objectif, plus il doit sacrifier son âme. Le piège se referme à la Havane. Au milieu du glamour du réveillon du Nouvel An, une révolution gronde dans les rues. Michael est là pour conclure son affaire, mais il tombe dans une embuscade. L'histoire, forte et violente, perturbe la fête. Il voit la fragilité des alliances de Roth, la faiblesse du régime de Batista. Il voit un rebelle se sacrifier avec une grenade, une démonstration de conviction que Michael reconnaît et respecte. À ce moment-là, il comprend. L'entreprise est bâtie sur du sable. L'entreprise meurt quand Cuba brûle, et les feux d'artifice festifs du Nouvel An deviennent la bande-son de sa fuite, avec des balles poursuivant les Corleone. De retour en Amérique, la guerre se déplace sur un nouveau front. Le pouvoir réagit par un spectacle. Une commission sénatoriale, armée de microphones et de flashs, traque le don. Ils veulent démasquer la famille, démonter le mythe et exposer la mécanique de la machine. Leur témoin clé est Frank Pentangeli,
un soldat loyal de l'époque de son père, qui se sent trahi et délaissé par les nouvelles pratiques commerciales de Michael. Il se retourne, prêt à briser le code du silence. Mais Michael comprend une loyauté plus ancienne que la loi. Il fait venir le frère de Pentangeli de Sicile, une figure muette et stoïque sur les tribunes. Aucune menace n'est prononcée, aucune n'est nécessaire. La simple présence de son frère, un rappel du vieux monde et de ses codes inébranlables, suffit. Pentangeli se rétracte, son témoignage se dissout en non-sens. La commission est impuissante, mais Michael a transformé l'honneur familial, qu'il est censé protéger, en une arme. Les attaques extérieures nourrissent une maladie interne. Une tentative d'assassinat dans sa propre maison, où ses enfants ont failli être tués, brise le monde de Michael. La forteresse est brisée. La paranoïa devient son conseiller le plus proche. Chaque poignée de main peut cacher un couteau, chaque allié un traître potentiel. Les portes du domaine de Tahoe, autrefois symbole de statut, deviennent des barrières qui excluent le monde et enferment Michael. Il ne fait confiance à personne. Il se déplace dans l'ombre de sa propre maison, un roi, barricadé dans un château de méfiance, son isolement devenant plus froid et plus absolu. Sous cette immense pression, le maillon le plus faible de la chaîne familiale cède enfin. Fredo, toujours négligé, toujours en quête du respect qu'il n'a jamais pu exiger. Sa trahison ne vient pas de la malice, mais de la faiblesse, un misérable désir d'avoir quelque chose à lui. Quand Michael l'affronte, la confession est un coup silencieux et dévastateur. « Je savais que c'était toi, Fredo. Tu m'as brisé le cœur. » C'est le péché ultime. Non seulement une trahison commerciale, mais une violation du lien sacré de la famille. La fraternité, déjà tendue, est maintenant brisée. Le verdict est prononcé, mais l'exécution est reportée. Une promesse froide plane dans l'air, attendant la mort de leur mère. La famille ne s'effondre pas seulement, elle implose. Kay, sa femme, l'ultime étrangère, inflige la dernière blessure, la plus personnelle. Dans une confession choquante, elle révèle que sa fausse couche était un avortement. « C'était un garçon, dit-elle, et je l'ai laissé mourir parce que je ne voulais pas mettre au monde un autre enfant de toi. » C'est un acte de rébellion qu'elle sait qu'il ne pourra pas lui pardonner, un jugement sur toute sa vie. C'est pourquoi l'amour devient une question de contrôle. Il la frappe, et à cet instant, la porte de leur vie commune ne se ferme pas seulement. Elle claque, à jamais verrouillée et barricadée. La chaleur familiale s'éteint. Il ne reste plus que l'ultime confrontation. Avec des ennemis éliminés et un pouvoir absolu, Michael exécute son dernier jugement. Au bord d'un lac gris et gelé, tandis que Michael observe depuis le rivage, son frère Fredo récite un Ave Maria et est exécuté. Le cercle familial n'est pas seulement brisé, il est anéanti de sa propre main. La caméra s'attarde sur le visage de Michael, un masque de victoire creuse. Il a gagné. Il a vaincu tous ses ennemis. Il a sécurisé l'Empire. Mais la victoire a un goût de cendre. Le film se termine comme il a commencé, avec un homme qui a perdu sa famille. Vito Andolini a perdu la sienne en Sicile et en a construit une nouvelle. Michael Corleone a systématiquement détruit la sienne. L'Empire subsiste, un monument froid et vide, et son empereur est assis seul dans l'obscurité grandissante. L'héritage est assuré, mais c'est un héritage de fantôme. Le silence qu'il hérite n'est pas la force tranquille de son père, mais le silence profond et éternel de la tombe qu'il s'est creusée.